BFM Business présente Les Experts sans frontières. Mathieu Jolivet. Bonjour et bienvenue, très heureux de vous retrouver dans les Experts sans frontières. Aujourd'hui, ils nous viennent des États-Unis, du Québec, d'Ukraine et de Belgique, des regards extérieurs précieux pour essayer d'élargir notre focale dans ce vacarme ambiant. En Iran, Donald Trump s'enlise-t-il ou déroule-t-il un plan qui fonctionne? En Ukraine, Poutine a bel et bien lancé son offensive russe de printemps. Kiev subit-il une attention mondiale qui se porte depuis plus d'un mois dans la région du Golfe? Les Experts sans frontières, c'est parti. Les Experts sans frontières. Mathieu Jolivet. Bienvenue si vous nous retrouvez dans les Experts sans frontières. Ils sont autour de moi. Violeta Moscalou, franco-ukrainienne, présidente de Global Ukraine et professeure associée à l'Université de Lorraine. Bonsoir et bienvenue. Stéphane Bureau, éditorialiste québécois, consultant BFM TV, spécialiste des États-Unis. Un plaisir de vous recevoir, Stéphane. Bonjour. Bienvenue à vous. Adeline Percept, correspondante de la RTBF à Paris. Bienvenue Adeline. Bonsoir Mathieu. Et puis depuis New York avec nous, Romuald de Sciorra, franco-américain, chercheur associé à l'IRIS, et puis auteur de L'Amérique éclatée aux éditions Armand Collin. Juste pour commencer, Marco Rubio en marge du G7, le secrétaire américain d'État, secrétaire d'État américain. J'étais sur les affaires étrangères, merci Stéphane, qui vient de s'exprimer en marge du G7 pour dire que la guerre en Iran, ce sera fini dans 2 semaines. Vous êtes soulagé, Stéphane? J'aimerais l'être soulagé, évidemment. Monsieur Trump l'annonce depuis déjà un certain temps qu'on est presque arrivé au bout. La question de savoir si les Iraniens partagent la même opinion. Parce qu'à ce jour, alors je comprends qu'en négociation, ils ont tout intérêt à être publiquement intraitables, montrer qu'ils ne feront aucun compromis. Mais de leur point de vue, j'imagine que tout ce qui ressemblait à une négociation a aussi été associé à une manœuvre de diversion. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils négociaient avec les Américains, ça annonçait des opérations militaires. Donc, seront-ils aujourd'hui plus ouverts? Je peux imaginer qu'ils soient fatigués aussi, mais j'ai l'impression que la variable la plus complexe de l'histoire, c'est pas de savoir si les Américains sont prêts, mais si les Iraniens, eux, sont prêts. Violeta, on a le sentiment que la parole des puissants est totalement démonétisée. Je dis ça parce que là, Vladimir Poutine avait dit en 3 jours, ce sera plié en Ukraine. Donald Trump pensait faire un coup d'éclat, un coup éclair pareil autour d'Ormuz, à Téhéran. Voilà. Et aujourd'hui, on nous dit 2 semaines et forcément, on réagit de manière ironique. C'est comme si la parole des puissants était démonétisée aujourd'hui. Nous sommes dans une ère de post-vérité, malheureusement. Et effectivement, vous citez Poutine, Trump, on peut citer Musk, on peut continuer la liste, en fait, des gens qui sont complètement irresponsables et qui cherchent à faire des annonces, mais que derrière, il n'y a pas de fait, en fait. C'est une réalité qui est transformée, qui est pervertie en fait par la rhétorique qui fait que on essaie d'influencer le discours public et puis nous on passe notre temps à décoder des choses qui de facto n'ont que très peu d'importance parce que les déclarations de Trump par exemple sur la guerre en Ukraine, à chaque fois il donnait des ultimatums pour le Kremlin et ça n'a jamais été tenu. Maintenant, il lève même les sanctions par rapport au pétrole russe. Il a fait tous les cadeaux possibles à Poutine et tout ça. Donc c'est vrai que c'est une période qui est très, très angoissante, notamment par ce leadership hyper faible de la part de ces 2 grandes puissances qui sont face à face. Et justement, vous faites bien de rappeler Donald Trump qui souffle le chaud et le froid au quotidien. J'aimerais vous faire écouter justement le président des États-Unis. Hier, il s'exprimait, il disait que les Iraniens étaient en train de le supplier pour trouver un accord. Écoutez-le. Juste pour être clair, car j'ai lu le Wall Street Journal et ses fake news disant que je veux conclure l'accord. Ce sont les Iraniens qui nous supplient pour trouver un accord, pas nous. Ils nous supplient. Et toutes les personnes qui ont vu ce qu'il se passe comprennent pourquoi ils veulent que nous trouvions un accord. Mais ils viennent dire non, nous ne négocions pas. Mais tout le monde peut comprendre à quel jeu ils jouent. Ils sont très intelligents et de très bons négociateurs. Ils savent s'y prendre. Ils nous supplient de trouver un accord. Je ne sais pas si nous y arriverons. Ils auraient dû essayer il y a déjà des semaines. Ils auraient dû le faire il y a 2 ans.
Romuald Sciorra, on vous retrouve, vous êtes à New York, je rappelle, vous dirigez l'Observatoire géostratégique des États-Unis pour l'IRIS. Quand vous entendez Donald Trump, quand vous suivez sa communication et ses actions, parce qu'il y a aussi des actions depuis presque un mois, qu'est-ce que vous vous dites aujourd'hui? Est-ce qu'il est dépassé par la situation dans la région du Golfe? Déjà, quand on écoute ce genre de discours, on a un petit peu l'impression de se trouver en Corée du Nord. C'est vraiment de la propagande. Enfin bref, écoutez, ainsi qu'on en a déjà parlé, Trump aujourd'hui cherche une sortie de secours à tout prix. N'oublions pas qu'il s'agit de la guerre de Trump avec l'Iran. Ce n'est pas la guerre de l'administration Trump. Il s'est lancé dans cette guerre parce qu'il voulait brandir, à la veille du 250e anniversaire, un deal face aux Américains, un deal passé avec l'Iran sur le nucléaire. Pour obtenir ce deal, il a mis une pression en déployant une flotte jamais vue depuis 2003. En parallèle, il s'est pris une gifle de la part de la Cour suprême sur sa politique de taxation, donc humilié à la maison, humilié à l'international et poussé par Netanyahou. Et il a décidé de passer à l'action pour rappeler à tout le monde qu'il était le boss. Mais sans aucune stratégie. Et une fois encore, c'est sa guerre. J.D. Vance, le vice-président, y était opposé. Suzy Wills, la puissante et influente secrétaire générale de la Maison-Blanche également. De nombreux généraux du Pentagone. Bref, il s'est lancé sans aucune stratégie, d'où donc ces discours. À un moment, il nous dit qu'il veut la fin du régime des Mollahs. Ensuite, qu'il leur fera pire s'ils recommencent, donc il entérine par là qu'ils vont rester. Chaque jour qui passe, c'est la fin, c'est la victoire. Ce que je vous disais il y a quelque temps, Donald Trump cherche donc une sortie de secours. Ce qu'il cherche, c'est une pirouette à la vénézuélienne, pouvoir arriver devant les Américains et dire « ça y est, j'ai réussi, victoire, l'Iran me mange dans la main, nous avons tout ce qu'il nous faut, maintenant passons à autre chose, probablement à Cuba, cible plus facile, pour arriver, comme Jules César, au 250e anniversaire des États-Unis. » Malheureusement, et comme l'a rappelé Stéphane, les Iraniens, pour l'instant, font monter la pression. On peut bien les comprendre. Les États-Unis n'ont pas perdu la guerre, mais enfin, on ne peut pas dire qu'ils soient en train de la gagner. Donc, ils font monter la pression, et maintenant, on a Trump qui leur court après. Donc le président américain est dans une mauvaise passe. Il essaye de se sortir de ce piège. Il ne veut pas poursuivre les opérations qui vont coûter très cher, coûter encore des vies. Une opération terrestre, je ne parle pas sur l'île, la fameuse île en question, mais je parle sur le territoire même de l'Iran pour aller jusqu'à Téhéran serait très coûteuse en vie. Ça se paiera dans les urnes en novembre. Donc on a un président un petit peu désespéré. C'est lui plutôt qui supplie les Iraniens que le contraire. Adeline Percept, est-ce que on en parlait avant de rentrer dans ce studio, on disait aujourd'hui c'est terriblement difficile de trouver une boussole pour essayer de comprendre les mouvements, pour essayer de comprendre la direction que prend ce conflit. Est-ce qu'aujourd'hui, vous arrivez, à trouver une boussole, à essayer de vous faire une idée est-ce qu'on est sur un scénario d'escalade ou est-ce que finalement, un peu à contre-courant, Donald Trump est en train de dérouler un plan où l'histoire nous montrera que ce plan aura marché? Plusieurs choses. La première, il y a aussi l'inconnu d'Israël. Est-ce qu'Israël a vraiment intérêt à ce que ça se termine d'ici 2 semaines? Et sur le Ils n'ont pas le même tempo. Ils n'ont pas du tout le même tempo et c'est aussi dans ce piège-là que Donald Trump se trouve actuellement. Sur la boussole, alors moi, je vous avoue que personnellement, à un moment donné, j'en ai eu vraiment marre d'écouter la parole de Trump. Et je me suis dit, comment peut-on faire? Et en fait, certains experts américains l'expliquent assez bien. Il faut quand même regarder les actions, ce qui se passe sur le terrain. Et là, ce qu'on voit sur le terrain, c'est quoi? C'est qu'il y a 50 000 militaires américains dans le coin, une 150aine d'avions, et il y a ces 5 000 militaires qui ont été envoyés sur l'USS Tripoli et l'USS Boxer, exactement. Et ils sont là et potentiellement pour intervenir. Donc, ce sont des forces conséquentes. Est-ce qu'il est en train de préparer un scénario qui ferait que il s'emparerait il commencerait une opération sur l'île de Karg? Est-ce que, comme le disait Romuald Sciorra, voilà, comme le disait votre expert, il est parti plutôt sur une pirouette à la vénézuélienne? Non, mais sur une opération terrestre pour aller chercher l'uranium enrichi en Iran. Est-ce qu'il a ça dans la tête? Je veux dire, tout est possible là, pour l'instant. Sachant que quand même les États-Unis ont une expérience dans leur histoire, qui est par exemple le Vietnam, qui
qui est longue, l'expérience militaire de ces opérations extérieures, et qui montre quand même qu'à chaque fois, quand on n'y va qu'avec des forces aériennes, ça ne fonctionne pas. Il faut des troupes au sol si on veut gagner une guerre. Alors je veux bien qu'on soit en 2026 dans la guerre nouvelle, mais là, en Iran, une pirouette à la vénézuélienne, franchement, je ne vois même pas du tout de quoi on pourrait parler. Stéphane Bureau. Il y avait 400 000 militaires américains au Vietnam, il y avait des dizaines de milliers de soldats en Afghanistan, en Irak aussi, je parle de soldats américains, de soldats d'ailleurs aussi de pays membres de l'OTAN, pour ce qui est de l'Irak et de l'Afghanistan. Pour autant, on ne les a pas gagnés, ces guerres, ou les Américains ne les ont pas gagnés. Donc le déploiement, quand on voit à l'horizon arriver effectivement 5 000 Marines, quelques parachutistes de la 82e division, c'est peut-être, je dirais, une manière de négocier, de montrer sa force, mais on est très très loin de ce qu'il faut pour pouvoir prendre le contrôle de quoi que ce soit. Peut-être une île, mais ce n'est pas une invasion qui est en train de se préparer. Et je pense que ce qui en ce moment est le plus fâcheux, c'est que les Israéliens ne donnent pas l'impression, eux, de vouloir arrêter. L'assassinat de Larijani, je crois que les Américains n'ont pas été consultés parce qu'ils veulent un interlocuteur d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, au moment Mais parce que pour Benjamin Netanyahou, cette guerre, c'est une menace existentielle. Ça fait 40 ans qu'il n'y a pas un jour qui passe sans qu'il ne s'y prépare pas. Et c'est pas la... Ça fait 40 ans qu'on annonce aux Israéliens... On n'est pas sur le même tempo. Non, du tout, mais ça fait 40 ans qu'on annonce aux Israéliens que la prochaine bataille sera déterminante et permettra de régler le problème pour toujours. Avec le Hezbollah, avec le Hamas jusqu'à très récemment. Mais je reviens à ce qui se passe en ce moment. Les Israéliens ont confirmé qu'ils ont attaqué une centrale nucléaire iranienne dans un contexte où le président leur a demandé de ne plus taper sur les infrastructures énergétiques, dépôt de carburant à Téhéran, c'était il y a 2 semaines, les infrastructures gazières, c'est pas les conditions optimales quand lui-même a décidé de suspendre les attaques américaines sur les infrastructures énergétiques. C'est pas optimal pour les négociations. Alors, est-ce que son allié lui tire dans le pied? C'est ça. C'est une vraie question. C'est une vraie question qu'il soulève. Est-ce qu'on n'assiste pas là? Il y a quand même plusieurs signaux de potentiels désaccords stratégiques entre États-Unis et Israël. Parce qu'ils n'ont pas les mêmes intérêts. Et pour aller encore plus loin, effectivement, moi je voulais souligner l'impopularité historique de cette guerre au sein des États-Unis même, en fait. Parce que Donald Trump, c'est le premier président des temps modernes à avoir lancé une guerre avec plus d'Américains dès le premier jour de cette guerre qui sont contre cette guerre que pour, en fait. Donc il n'a absolument pas préparé le narratif public non plus, parce que par exemple pour la guerre en Irak, il y a eu une préparation un peu et tout ça. Là, il a parlé 3 minutes dans un discours 5 jours avant de l'attaque et tout ça. Donc ça montre effectivement que si même au sein des États-Unis, c'était pas préparé, d'autant plus c'était pas préparé avec les alliés. Donc ils n'ont pas de vision commune, de stratégie commune pour se coordonner et tout ça. Et donc ça augmente les risques d'escalade et que ça devienne ingérable. Romuald Sciorra, je rappelle, vous êtes chercheur aux États-Unis, à New York. Voilà, on a 50 000 militaires américains qui sont aujourd'hui stationnés dans la zone. Le Wall Street Journal dit que le renfort potentiel de Marines et de troupes spécialisées serait plutôt de 10 000 hommes qui pourraient être envoyés dans les prochains jours. Ça, comment est-ce que c'est perçu dans l'inconscient collectif aux États-Unis quand on a quand même le précédent irakien, de l'Afghanistan, évidemment du Vietnam? Est-ce que, comme dit Violetta, comme le soulevait aussi Stéphane, est-ce qu'aujourd'hui c'est un sujet qui monte aux États-Unis ou est-ce qu'il a encore une base très solide derrière lui? Alors, plusieurs choses. Premièrement, votre invité n'a pas compris, ou j'ai pas dû être très clair, quand je parlais d'une pirouette à la vénézuélienne. Ce que je parle d'une pirouette à la vénézuélienne, c'est voir Trump arriver à la télé dans un jour ou 2 ou dans une semaine en nous disant « ça y est, j'ai obtenu tout ce que je voulais, on arrête les hostilités et on passe à autre chose ». C'est moi qui avais mal compris, Ouais, peu importe, c'est ça ce que j'appelle une pirouette à la vénézuélienne, et avec Trump c'est une forte possibilité. De toute façon, il tente déjà de la faire depuis un petit moment puisqu'il cherche une sortie de secours. Maintenant, pour répondre clairement à votre question, cette guerre, effectivement, comme l'a dit votre invité, est extrêmement impopulaire, et cela depuis le premier jour. Jusqu'à présent, tout a glissé sur Donald Trump, concernant sa base MAGA, celle qu'il a suivie le 6 janvier 2021 lors de l'assaut sur le Congrès, contre le Congrès, et base dont il pourrait encore avoir besoin dans certaines circonstances. Bref, oui, cette base est en train de s'effriter, la guerre est absolument impopulaire. N'oublions pas une chose, c'est que Donald Trump s'est fait élire sur la promesse qu'il n'entraînerait jamais le pays dans une de ces guerres à rallonge, Afghanistan, Irak, où les morts américaines seraient énormes. Aujourd'hui, il avait jusqu'à présent tenu parole. Avec l'Iran, c'était l'année dernière des bombardements chirurgicaux, pas un Américain n'était tombé. Le Venezuela,
aussi illégal que cela soit au regard du droit international et américain, logistiquement, ça a été quand même mené de main de maître. Aucun soldat américain n'est tombé. Là, cela semble très, très différent. Et troisièmement, pour répondre à la question pour revenir sur ce que disait Stéphane, une fois encore, il a tout à fait raison. Nous ne sommes pas en train d'assister à une préparation d'invasion à grande échelle. Oui, potentiellement une intervention au sol, mais ce n'est pas avec 10 000 hommes, 20 000 hommes ou 30 000 hommes que vous pouvez envahir l'Iran et tenir l'Iran. C'est des centaines de milliers d'hommes qu'il faudrait déployer. Donc on est loin pour l'instant de la logistique d'un déploiement au sol. On est plutôt sur une pression supplémentaire avec potentiellement une intervention au sol, mais pas une invasion à grande échelle de l'Iran. Une fois encore, et ce qu'a dit votre autre intervenant est également très juste, la crainte d'une dérive. C'est-à-dire que, je le répète, Trump veut se sortir de cette guerre le plus rapidement possible. Elle est très impopulaire, Wall Street gronde, tout le monde gronde, ses proches conseillers, le vice-président qui s'est enguirlandé encore aujourd'hui avec Netanyahou, Suzy Wiest, la secrétaire générale de la Maison-Blanche, il doit arrêter cette guerre. Donc soit il trouve une pirouette à la vénézuélienne, mais pour ça il doit passer un accord au minima avec les Iraniens, pour l'instant il rechigne à cela, soit il doit l'arrêter d'une manière ou d'une autre. Et comme il ne peut pas aller vers une opération au sol, une invasion où il y aurait des dizaines, des centaines, des milliers de morts côté américain, il y a aujourd'hui des rumeurs qui circulent que le président pourrait aller, pourquoi pas, vers l'usage d'armes non conventionnelles. On n'en est pas encore là, ce sont des rumeurs à Washington. En tout cas, il doit cesser cette guerre au plus vite. Pour lui, pour ses élections et pour son salut auprès de l'électorat américain. Des rumeurs d'utilisation d'armes non conventionnelles, vous avez vu passer ça aussi La vérité, non. Oui, mais non, moi non plus. Je ne peux rien exclure parce qu'évidemment, on vit dans un monde où on est régulièrement surpris. Si on parle d'armes nucléaires, qui serait une arme non conventionnelle, je serais vachement surpris parce que s'il y a un tabou pour Donald Trump dans son discours depuis toujours, alors on dirait qu'il s'est plus d'une fois mis à dire une chose et faire son contraire, mais la peur de l'escalade nucléaire est au cœur du discours de Trump. Il cite toujours un oncle, je pense, qui était scientifique, et la peur du nucléaire, c'est pour lui, je dirais, ça transcende tout. Donc, je suis très surpris qu'on aille là. Sinon, non, on ne parle pas d'armes nucléaires, si je peux me permettre juste d'ajouter. Non, on parle de, je ne sais plus, vous savez, cette bombe, la mère des bombes, celle qu'il avait déjà utilisée en Afghanistan. C'est une arme qui n'est pas considérée comme une arme conventionnelle. C'est de ce genre d'armement dont on parle. Très bien. J'aimerais vous faire écouter, puisque vous nous parlez de cette contestation, en tout cas de cette intervention américaine en Iran qui est très impopulaire là-bas, ça gronde jusqu'à son entourage. Bon, c'est peut-être à contre-courant, mais dans son entourage, cette semaine, j'ai écouté son conseiller à la sécurité intérieure, Stephen Miller, qui tressait des louanges à son président, qui ressemble plus à un empereur qu'à un président. Écoutez-le. Le président Trump a tenu ses promesses, pas seulement à Memphis, pas seulement à Washington, mais dans tout le pays. Au final, cela sauvera des dizaines de milliers de vies américaines. Oui, j'emploie ce mot, ce qu'il a accompli en matière de sécurité aux frontières et de sécurité publique, c'est un véritable miracle national. Un miracle qui sera étudié non pas seulement pendant des générations, mais pendant des siècles. Merci, président Trump. Loin de moi l'idée ou l'envie de sortir comme ça des sonneurs spectaculaires ou de relayer de la propagande, mais simplement je trouve que voilà, c'est ce qui se passe publiquement aux États-Unis, c'est diffusé sur les grandes chaînes américaines, voilà le type de discours qu'on entend là encore cette semaine de la part des proches de Trump. Et il y a un paradoxe tout simple qui illustre, je dirais, ce que dit M. Miller, mais ce qui n'est pas avéré dans la réalité. C'est-à-dire que lui, comme le secrétaire à la guerre, le secrétaire d'État et plusieurs autres membres de l'administration, aujourd'hui, doivent vivre retranchés sur des bases militaires parce que leur vie est menacée. Alors, cette idée qu'on ait gagné en sécurité, vous me direz, c'est anecdotique, c'est peu de gens, mais cette semaine, il y a des militaires qui soulignaient que plusieurs bases américaines sur le territoire américain, Barksdale, en Louisiane, où sont parqués en permanence des B-52, ont été survolés par des drones qui n'ont pas été contrôlés. Donc, alors, sur l'immigration, M. Miller a raison. C'est vrai qu'il passera pour les bonnes ou les mauvaises raisons à l'histoire de Donald Trump. Le robinet est fermé. Mais la question de la sécurité est absolument pas acquise, y compris sur le territoire américain. J'aimerais vous faire écouter aussi, parce que la question qu'on se pose, c'est est-ce que finalement l'arbitre final ou la boussole, elle n'est pas purement économique? Est-ce que c'est pas l'économie et l'énergie le principal driver des décisions de Donald Trump? En tout cas, écoutez le patron de Total Energy, Patrick Pouyanné, qui était à un forum économique en Chine le week-end dernier. Écoutez ce qu'il disait sur le choc énergétique du blocage d'Ormuz.
Ce sont près de 10 millions de barils par jour qui ne peuvent plus sortir du Golfe et surtout on ne peut pas aller chercher ce pétrole ailleurs. La planète produit déjà à plein régime et pour l'instant on arrive à amortir le choc. On tient grâce aux stocks, aux réserves, mais on n'a pas encore vraiment commencé à y puiser massivement. Donc toute la question, c'est le temps. Si le conflit dure quelques semaines ou quelques mois, ça reste gérable. Mais au-delà de 3 à 6 mois, là, les conséquences deviennent très sérieuses. C'est ça de l'Intercept, hein, le temps, la durée, c'est vraiment ça peut-être pour revenir. Alors on parlait des divergences stratégiques avec des échéances différentes entre Trump et Netanyahu, mais pour Trump, toute la question, c'est le temps, en finir au plus vite. Oui, c'est ça, et il est pris dans un paradoxe, puisque lui, il veut en finir effectivement au plus vite, et on entend comme des incantations ce que les paroles de Marco Rubio sur ce sera fini dans 2 semaines, c'est une incantation parce que les Israéliens, eux, sont dans une autre temporalité, et aussi parce qu'au Moyen-Orient, quand on déclenche une telle poudrière, et on voit comme le conflit s'est quand même propagé très rapidement, on ne peut être sûr de rien en termes de timing. Je pense que Trump lui-même ne sait absolument pas quand ça va se terminer. Et voilà, et les conséquences sont dramatiques, y compris sur les pays européens. Pouyanné venait de le souligner sur le long terme. Je veux dire, dans un pays comme la Belgique, qui est un des pays les plus touchés en Europe, c'est presque 6 milliards d'euros de pertes. Il y avait des contrats de long terme avec le principal fournisseur de GNL au Qatar. Le Qatar sur le GNL. Le port d'Anvers, c'est 2 milliards d'euros sur les diamants, par exemple. L'Italie est aussi un des pays très touchés. Et donc, toutes ces conséquences-là en cascade, même si on ne les évoque pas tous les jours, eh bien, elles vont peser sur le long terme. Et par exemple, le gouvernement belge est en train de dire qu'il va falloir trouver 4 milliards d'euros d'économies pour pouvoir, au fond, financer les répercussions de tout cela. Romuald Sciorra, cette semaine, le secrétaire à l'énergie, Chris Wright, était au Texas à un forum sur l'énergie et voilà, il a martelé un discours comme quoi ça valait le coup, même si ça provoquait un choc énergétique, pour protéger les futures générations américaines. Donc il invoque les générations futures pour justifier, alors que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, le plein d'essence coûte beaucoup plus cher en seulement quelques semaines pour un Américain. Ça aussi, c'est peut-être quelque chose un driver important dans les décisions de Donald Trump. Bien évidemment, et comme vous le disiez, c'est l'aspect économique qui, sans aucun doute, est le plus important ici. Une fois encore, Trump est obsédé par sa base électorale et celle-ci râle, tout simplement parce que le coût de la vie, comme vous le savez, est déjà énorme, enfin est extrêmement important ici aux États-Unis. Et effectivement, aujourd'hui, le plein d'essence coûte de plus en plus cher. Donc, malgré ce genre de paroles qui, une fois encore, nous rappellent ces discours de propagande de la Corée du Nord, effectivement, c'est là où le bas blesse. Je me permets juste de revenir sur ce que vous disiez avec Trump considéré comme un empereur, juste pour corroborer ce que vous dites. Comme vous le savez, il a été officialisé hier, alors ça n'a rien à voir, hein, mais que Trump est le premier président de l'histoire des États-Unis à pouvoir signer les billets de banque. Nous allons avoir bientôt les signés des dollars, donc des billets de banque signés de Donald Trump. Et il a été également, à l'occasion du 250e anniversaire, officialisé que Trump serait le premier président qui, de son vivant, aurait une pièce en or avec son visage gravé dessus. Donc, et c'est vous qui m'avez appris, Romuald, et c'est vous qui m'avez appris aussi, Romuald, que Donald Trump avait commandé un arc de triomphe pour les 250 ans avec juste une directive. Il faut que l'arc de triomphe soit plus grand que celui qui avait été commandé par Napoléon. Donc là aussi, oui, parce que le sien est plus gros que celui que nous avons ici. Exactement. Il y a un concours ici. Exactement. Voilà. En tout cas, on voit que plus Donald Trump s'enlise au Moyen-Orient, plus Vladimir Poutine jubile. Ça, c'est aussi une répercussion directe de ce conflit. On va d'ailleurs parler largement de ces répercussions et de ce qui est en train de se passer en Ukraine, parce qu'il ne faut surtout pas que les projecteurs mondiaux braqués sur le Moyen-Orient nous empêchent de parler de cette offensive russe de printemps qui a bel et bien commencé là-bas. On marque une courte pause et on en parle juste après dans Les Experts sans frontières. Les Experts sans frontières. Mathieu Jolivet.
Bienvenue si vous nous retrouvez dans les Experts sans frontières. Ils sont là autour de moi. J'aimerais parler avec vous maintenant de la situation en Ukraine. Violeta Moskalu, vous êtes franco-ukrainienne. 13 ans que vous avez créé aussi une fintech très active, notamment pour récolter des fonds auprès de la diaspora ukrainienne, qui sont envoyés après là-bas en Ukraine où la semaine dernière, on peut dire que l'offensive russe de printemps a bel et bien commencé. On a recensé du 17 au 20 mars 619 attaques russes en seulement 4 jours. Oui, ils essayent de profiter effectivement de ce qui se passe maintenant au Moyen-Orient et de temps qui devient un tout petit peu plus clément. En même temps, Kiev revendique avoir largement repoussé les assauts, infligeant plus de 6000 pertes dans les rangs russes en ces 4 jours, en fait. Donc, je pense que plus largement, l'Ukraine a accéléré aussi la production de drones et développé des missiles à portée de 50 à 200 km, donc un segment qui était jusqu'à là dominé par la Russie. Donc, j'aimerais pas qu'on tombe dans une forme un peu de panique. Je me souviens au mois d'août dernier, quand il y avait une espèce d'attaque russe autour de Pokrovsk avec une patte de crabe et qu'on a passé plusieurs jours à commenter. C'était juste une guerre informationnelle. Ils ont envoyé un peu de la chair à canon comme ça parce qu'ils avaient besoin d'une image que nous, on a été plusieurs médias occidentaux en Occident à commenter du matin au soir. C'était juste avant la rencontre en Alaska de Poutine et Trump où il fallait mettre la tout sur Zelensky pour dire tu lâches, en fait, et que Trump pense que l'Ukraine n'a pas de carte. En fait, on a vu quelque chose quand même d'assez nouveau lundi dernier. Il y a eu plusieurs centaines de drones envoyés un peu partout. Ils frappent plus fort, plus intensément, plus loin vers l'ouest et en plein jour, avec cette image d'un des drones qui allait percuter de plein fouet un monastère des Bernardins, c'était à Lviv. Oui, ça c'est vraiment ça a choqué le monde entier, le fait qu'ils ont attaqué des monuments historiques qui sont classés au patrimoine UNESCO, en fait. Donc ça, vraiment, il n'y a rien de sacré, on va dire, pour ces Russes qui sont des barbares. Maintenant, au-delà du fait qu'ils ont attaqué tout l'hiver les infrastructures civiles, en fait, et tout ce qu'on a vu, où ils ont laissé le pays dans le noir et dans le froid et tout. Après, je voulais juste quand même qu'on ne rentre pas dans cette forme de panique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça arrive souvent, régulièrement. Ils font, par exemple, des fois des attaques avec les missiles et puis pendant quelques semaines, ça se calme parce qu'ils essayent de collectionner, de stocker pour préparer les prochaines attaques, en fait. Donc là, maintenant, voilà, c'est spectaculaire. Ils viennent avec 1000 drones. Les Ukrainiens, ils savent se défendre contre ces drones. Il y a des drones intercepteurs, notamment l'Israël, maintenant, qui vient demander à Zelensky son expertise, en fait, donc pour les drones intercepteurs, depuis qu'on observe ce qui se passe dans ce nouveau théâtre de conflit, en fait, dans le Moyen-Orient. Donc, l'Ukraine a une expertise et a une capacité. Je pense que l'armée ukrainienne saura faire face, en fait, et maintenir, en fait, cette armée russe. Je vois pas d'où sortirait une nouvelle puissance, un souffle nouveau chez les Russes qui, depuis, ils sont en guerre, dernière phrase, si vous permettez, Mathieu, ils sont en guerre, de facto, aujourd'hui, les Russes, sur une durée de temps qui dure plus longtemps que l'ex-URSS a fait la Deuxième Guerre mondiale. L'ex-URSS, l'armée soviétique, est arrivée jusqu'en 2022, il a annoncé une guerre éclair de 3 jours. Là, ça fait un peu plus de 4 ans. L'armée soviétique, voilà, ils sont arrivés pendant la Deuxième Guerre mondiale à Berlin et Berlin est tombé. Maintenant, l'armée russe piétine quand même dans le Donbass, en fait. Et ils essayent de tordre la main à Zelensky en utilisant Trump pour dire qu'il faut qu'il lâche le Donbass, mais que l'Ukraine ne peut pas lâcher le Donbass. Donc, on tourne en rond, pareil, depuis des mois et des mois de négociations. L'armée ukrainienne ne se retirera jamais du Donbass pour laisser toutes les fortifications. Enfin, c'est un peu comme la ligne Maginot qui a été fortifiée et tout ça, et de dire maintenant. Mais ils n'ont pas de souffle nouveau. Je ne vois pas d'où viendrait autre chose que ce qu'ils ont montré depuis 4 ans et demi, plus de 4 ans maintenant. Peut-être, Adeline, je me permets, mais peut-être le souffle nouveau, il est peut-être énergétique. Et là, on revient aux conséquences directes de la guerre de Donald Trump en Iran. Mais derrière, peut-être sans le vouloir, il a offert sur un plateau à Vladimir Poutine un jackpot énergétique. Oui, parce que la Russie engrange 150 à 200 millions de dollars de recettes de plus par jour de conflits au Moyen-Orient, grâce à ce conflit bienvenu finalement pour Vladimir Poutine. Donc voilà, et vous parliez de guerre informationnelle, j'ai revu un peu les chiffres. La Russie dépenserait 2 milliards de dollars par an dans la guerre informationnelle. Pour comparaison, la France, pour se protéger, c'est 20 à 25 millions.
d'euros. Enfin, je veux dire, donc on est dans une machine massive de propagande contre laquelle on a énormément de mal à se défendre. En réalité, il faudrait quasiment des super calculateurs pour pouvoir repérer chaque attaque massive et il faudrait mettre en place des stratégies colossales. Alors j'en profite, vous parlez de guerre informationnelle, encore une fois, hein, loin de moi l'idée de relayer de la propagande, mais ça existe. C'est ce qui se passe sur les plateaux, notamment de la télévision d'État russe. J'aimerais vous faire écouter ce commentaire du politologue russe que je ne connaissais pas, Dimitri Kulikov, qui est une des figures, paraît-il, de la propagande russe, qui était diffusée il y a quelques jours sur la télévision d'État. Écoutez. Prenons Narva, traversons le pont, c'est un pays de l'OTAN, mais rien ne se passera. C'est ainsi que nous briserons leur volonté. Nous devons briser leur volonté, nous devons les vaincre politiquement. Narva est une bonne option. Voilà, donc ce propagandiste russe est en train de parler d'une petite ville estonienne qui est à la frontière de la Russie et où depuis une dizaine de jours, il y a toute une campagne sur les réseaux sociaux russes qui appelle à créer une république populaire c'est du déjà vu, de Narva. Ce qu'ils ont fait, les Russes, ils ont les mêmes méthodes en fait. C'était les méthodes staliniennes qui ont été reprises maintenant par Poutine, en fait, des temps modernes et tout. Donc dans le Donbass c'était pareil, dans la Crimée c'était pareil. Et maintenant les pays baltes. Je fais partie des peu d'experts qui croient, malheureusement, que malgré tous les pronostics, tout le monde dit que la Russie n'a pas la puissance militaire pour lancer un nouveau front. Moi, je pense qu'on n'est pas loin d'un scénario où ils vont venir par provocation pour attaquer un des pays baltes, et notamment l'Estonie, Narva, ça c'est une des directions, notamment pour faire tomber un morceau, l'article 5 de l'OTAN, et pour montrer au monde entier que l'armée française n'ira pas défendre le Narva, et que l'armée italienne non plus, que les Américains non plus. On a aussi le corridor de Suwałki, je crois, qui relie Kaliningrad. Et là, pour le coup, s'il prend le corridor, il coupe les 3 États baltes du reste de l'Europe. Sur le fait que la lâcheté occidentale sera tellement forte, en fait, et que, du coup, cette solidarité otanienne, elle sera dézinguée. Et quand certains services secrets disent, européens, qu'il faut s'attendre à une guerre avec la Russie en 2028 ou 2029, moi je disais, mais il n'a aucun intérêt à attendre que Trump finisse son mandat. Il faut qu'il attaque maintenant l'OTAN pendant le mandat de Trump, en fait. Et je pense qu'il ne faut pas qu'on soit naïf et qu'on sorte du monde des bisounours. Il est capable de tout. Et donc ça, ce sont des étapes préalables. C'est comme ça qu'il a préparé l'annexion de la Crimée. Stéphane Bureau, vous, comment est-ce que vous analysez ce narratif russe qu'on entend en ce moment, qu'on avait entendu d'ailleurs avant l'annexion de la Crimée, du Donbass, etc. Mais il est parfaitement cohérent avec ce qu'ils disent depuis quelques années. Et sur la question de la lâcheté européenne, on disait à l'instant que c'est l'Ukraine qui offre ses services aux Européens et aux Israéliens. Alors peut-être de manière plus anecdotique aux Israéliens, on verra, puis peut-être aussi aux pays du Golfe qui veulent se défendre contre les drones Shahed. Mais aujourd'hui, on voit les Européens qui sont dépassés par les survols de drones, peut-être russes, certains diront assurément russes, et c'est les Ukrainiens qu'on appelle à la rescousse. Ça dit quelque chose de l'impuissance européenne. Je trouve que c'est une image forte. Les Européens qui ont besoin de ceux que nous sommes en train d'aider théoriquement. Donc les Russes ne sont pas dupes de cette fragilité. J'ouvre cette parenthèse, mais vous avez raison de l'évoquer. Il y a eu quand même une visite surprise assez spectaculaire, je trouve très symbolique. C'était hier, Zelensky, qui est allé en Arabie Saoudite. Oui. Proposer son expertise. Donc là, on sent, pour revenir aussi à ce qui se passe en Ukraine, on sent qu'il y a peut-être stratégiquement le président ukrainien qui dit « Je vous offre mon retour d'expérience de 4 ans de guerre des drones ». En retour, maintien de l'aide à l'Ukraine. Venez effectivement à notre secours encore, envoyer de l'argent et de l'équipement militaire, mais c'est aussi une opération formidable de propagande. Les Ukrainiens ne sont pas à l'abri, ils livrent eux aussi une guerre de l'information, et c'est ce qu'ils montrent à Trump et à d'autres. Regardez, notre expertise est essentielle, et c'est vrai qu'ils ont développé, à peu de coûts d'ailleurs, des réponses à la menace russe. Le petit missile Sting, dont on a beaucoup ou pas assez parlé peut-être, et qui est le fait d'imprimantes 3D, qui coûte plus ou moins 2 000 $, qui est manipulé par 2 personnes, qui se porte dans un sac à dos et qui est redoutable apparemment contre les Shahed. Ça fera partie, je crois, de ce qui sera mis en vitrine par les Ukrainiens pour dire nous, regardez, à développer une capacité nécessaire pour vous aider. Et évidemment, toujours en creux, c'est
que nous sous-estimions la menace russe. Alors, moi, je pense que c'est un gros coup de poker. Est-ce que les Russes sont prêts à le jouer, c'est-à-dire d'aller provoquer à la frontière pour tester l'article 5? Je fais partie de ceux qui sont plus dubitatifs et j'espère avoir raison. Violeta Mascalo. On espère aussi. Oui, on espère, mais sauf que personne ne voulait croire qu'ils vont attaquer l'Ukraine, en fait. Et on a vu qu'ils sont capables de pire. Je voulais juste revenir sur la dronisation et ce qui se passe au Moyen-Orient. Il faut attirer l'attention qu'en 4 jours de guerre en Iran, ils ont utilisé plus de 800 missiles patriotes, il me semble, plus qu'en 4 ans de guerre en Ukraine, en fait. Donc, du coup, c'est vrai que les ressources en fait sont disproportionnées, sauf que les Iraniens ont la capacité de produire des drones à bas coût et du coup d'attaquer. Et effectivement, en face, il n'y a personne d'autre aucun autre pays que l'Ukraine qui a la capacité de expliquer cette expertise et de la capacité de livrer rapidement des drones intercepteurs. Et je voulais attirer l'attention tout à l'heure, je répète souvent quand même parce que ça m'agace qu'on soit si peu courageux face à des menaces quand même de la Russie déjà depuis des années. Il y a aussi autre chose, c'est cet aveuglement et l'incapacité d'agir de façon plus agile et vite sur des points stratégiques très forts. Seulement là, maintenant, en 2026, la France lance un programme Brave France pour essayer de mettre ensemble l'expertise et les startups ukrainiennes qui sont dans les drones avec l'industrie. C'était ce que je voulais vous demander, Violeta. En fait, on est à la 5e année de guerre, Mathieu. On a attendu quoi? On a fait quoi en 2023, 2024, je me rappelle, peut-être, je crois que c'est la première fois que vous veniez sur ce plateau, en août dernier, début septembre, et vous réagissiez à un général gradé américain qui était sur place en Ukraine et qui observait comment se structurait la filière industrielle des drones en Ukraine. Et c'était un peu un signal d'alarme en disant bon c'est formidable si tout le monde avance sa vitesse de refait, mais c'est l'anarchie. C'est l'anarchie. Il faut créer une filière. Il faut un peu plus encadrer la création de cette filière. Aujourd'hui, 6 mois plus tard, est-ce que c'est un peu moins anarchique la manière dont se développe l'industrie des drones là-bas? Les Ukrainiens, c'est comme des fourmilières en fait. Donc ce que pour nous, avec nos lionnettes européennes, c'est de l'anarchie. Pour eux, c'est un fonctionnement en réseau à l'horizontale et ils vivent comme ça depuis l'Euromaïdan en fait, depuis 2013-2014. Donc ils ont un temps d'avance sur les nouvelles formes institutionnelles et de démocratie du 21e siècle qui ne seront pas du copy-paste et du copier-coller du 20e. C'est hyper agile. On est passé de pyramidal à l'horizontale et effectivement cette énergie ou le côté mosaïque que des fois j'entends dans les commentateurs quand ils parlent des rangs, c'est aussi la même forme d'horizontalité. C'est pour ça que c'est hyper dangereux ce qui se passe là-bas, mais en fait, pour moi, c'est l'impression que c'est l'ancien monde et le vieux monde. Quand il y a un commandement qui est coupé en Ukraine, vous avez plein de mini-centres qui sont totalement autonomes et qui arrivent à fonctionner. C'est pour ça que le pays a pu résister, en fait. C'est grâce à cet élan et cette société capable de s'organiser comme une fourmilière. Maintenant, pour la dronisation, effectivement, il y a une plateforme Brave One. Ils font des roadshows aux États-Unis. Bientôt, ils vont être encore en Europe. On les attend en avril, au mois de juin à des grosses expositions défense sur Satori à Paris. Il y a déjà 10 joint ventures avec des entreprises ukrainiennes et en Allemagne, au Danemark et britanniques qui se sont créées. Je me demande pourquoi il y en a 10 ailleurs et 0 en France en fait. Donc ça, c'est une problématique qui nous préoccupe beaucoup et on travaille notamment là-dessus avec notre FinTech aussi parce qu'il y a des problématiques aussi pour ces entreprises qui veulent une expansion dans les pays de l'OTAN. Avec l'expertise maintenant que les Ukrainiens qui savent fabriquer, s'ils veulent travailler dans les pays de l'OTAN, il faut qu'ils se créent des entreprises, des entités, avoir aussi accès à des financements et tout ça. Et donc ça, c'est une problématique qu'on essaie d'apporter des solutions pour rapprocher l'écosystème d'industrie, la BITD française et l'agilité de cette nouvelle forme, cet écosystème ukrainien. Et en tout cas, le sujet crucial, Adeline Percept, au moment où il y a cette offensive russe de printemps en Ukraine, c'est celui de l'aide de l'Union européenne. Et là-dessus, on voit que l'Europe, elle a quand même un sacré caillou dans sa chaussure, c'est la Hongrie. Et c'est pas que la Hongrie, parce que en fait, oui, il y a évidemment la Hongrie de. Ils ont bloqué un prêt quand même qui bloque le prêt. Non, mais c'est de clair. 90 milliards. Oui, mais il y a aussi un soft power à l'intérieur de l'Union européenne qui est réalisé non seulement par la Hongrie, mais aussi par la Slovaquie, par la République tchèque, par ces pays qui gardent au fond des alliances avec la Russie. Mais vous avez raison, tout à fait. C'est bien la Hongrie et la seule Hongrie
Hongrie qui bloque ce prêt et qui fait que ça bloque les 27. Et c'est aussi ce que reprochent, à mon avis, les Ukrainiens aux Européens. C'est ce côté d'être à 27 et de manquer de fluidité à l'heure de réagir. Sinon qu'à 27, on a constaté que de menacer M. Orban n'était pas une très bonne idée. Ce que fait M. Zelensky à mots couverts. Et les 27 sont sortis pour dire attention. Et dans le cas de la Slovaquie, de la Hongrie, il y a évidemment le lien énergétique avec la Russie et le rétablissement de ce pipeline qui, pour les Hongrois, est essentiel. Et on a l'impression que les Ukrainiens se faisaient un peu tirer l'oreille, justement pour faire pression sur la Hongrie. Et à son tour, la Hongrie fait pression en disant si vous voulez qu'on libère les 90 milliards, il faudra peut-être nous renvoyer cette énergie. Juste vite fait, Orban fait face à une contestation croissante. Il y a des législatives en Hongrie le 12 avril. C'est pas du tout gagné pour lui. C'est pas gagné pour lui. Et bien qu'il ait dit en décembre qu'il allait signer le chèque, finalement, il est revenu sur ses propos parce qu'il fait campagne. Voilà. Ah ouais, c'est ça, bien sûr. Il va falloir qu'on observe très, très attentivement ce qui va se passer en Hongrie. Moi, je pense qu'on n'est pas à l'abri d'un sale coup et qu'Orban, il est capable de faire ce que Trump a voulu faire à la fin de son... avec Capitole, effectivement, quand il ne reconnaissait pas les résultats des élections pour le à la fin de son premier mandat. Orban est capable de faire la même chose et les Russes sont là pour l'aider, en fait. Et de ce que j'ai vu passer certaines informations aussi, notamment des services secrets ukrainiens, ils considèrent qu'il y a des choses qui se mettent en place pour assurer les appuis nécessaires pour qu'en cas de défaite d'Orban, il puisse essayer de se maintenir au pouvoir, en fait. Et ça serait vraiment un sacré coup de couteau dans ce qui est l'Union européenne et la façon dont les élections démocratiques se déroulent. Avec votre regard de l'hémisphère occidental, si je peux me permettre, Stéphane Bureau, comment est-ce que vous voyez, est-ce qu'il y a quelque chose d'assez fascinant avec ce laboratoire qui est en Europe, qui est devenu la Hongrie pour les Trumpistes? Il y a d'ailleurs l'hebdomadaire hongrois Mandiner qui dit là début mars que l'Europe n'est qu'une marionnette impuissante. Ce même hebdomadaire conservateur hongrois qui mettait en une qui était relayée notamment par le Courrier international et qui nous disait soyons tous un peu Trump et rendons à l'Europe sa grandeur. Pour les Trumpistes, la Hongrie, c'est un peu... Alors, est-ce que c'est un cheval de Troie, d'ailleurs Pour Trump Européen, oui. C'est clair qu'il ne cache pas son admiration pour Viktor Orban. C'est un leader en Europe qui, très tôt, s'est positionné contre vents et marées pour Donald Trump. Donc, il honore cette fidélité. On pourrait dire la même chose de M. Milei en Argentine. Ceci étant dit, il n'y a pas une exception américaine. Je fais quand même remarquer qu'il n'y a pas... une semaine, il y avait Marine Le Pen qui était aussi en Hongrie et qui a pris le temps d'y rester et de communiquer de là-bas, de reconnaître ce qui nous liait, Français et la Hongrie. Donc, ce n'est pas que le fait de Trump. Il y a une fascination pour certains partis européens de ce que la Hongrie a fait. Et puis, il faut voir qu'en Slovaquie, on en parlait, c'est pas du tout le régime Orban, mais c'est aussi un régime très réfractaire à l'endroit de l'Europe qui pose de vraies questions. Et est-ce que ça se retourne pas contre eux, Violetta, finalement, parce qu'on voit tous les partis populistes et d'extrême droite européens qui étaient tous unis derrière Trump. Quand on voit ce que fait Donald Trump depuis un an, on constate, il y a certaines études qui montrent que ça commence à fracturer l'électorat populiste en Europe. Le RN a pris ses distances, il n'y a aucun doute, avec Donald Trump. Mais ce qui se passe, c'est que qui se ressemble, s'assemble, en fait. Donc voilà, toutes ces figures... Revenons au basique. Vous avez raison. Le bon sens de mon enfance villageoise. Et c'est vrai que ça, c'est très inquiétant parce que du coup, ça crée comme ça un hiatus au sein même de l'Union européenne. Et en fait, et encore une fois, ça joue le jeu de Poutine qui aujourd'hui est très préoccupé par deux choses. Il faut à tout prix qu'il se préserve le oasis qui est au sein de l'Union européenne, pour lui, la Hongrie. Et donc, ils vont tout faire pour que Orban se maintienne au pouvoir, quels que soient les... Vous savez, les résultats des élections. Vous savez ce qu'ils disent en Russie pour les élections? C'est pas important comment les gens votent, c'est important comment les gens comptent, en fait. Et donc, c'est exactement la projection. Ça vous choque, enfin, franchement. Donc,
Mais il y a un autre point aussi, c'est la Biélorussie. Les Bélarusses, où Trump essaye de faire un deal avec Loukachenko, il invite en fait tout ça autour de Kalium, en fait les ressources naturelles, parce que tout à l'heure vous disiez, est-ce que c'est pas la logique du business? Bah oui, il cherche les ressources rares en Ukraine, dans le Donbass, il veut aussi des ressources dans le Groenland. Là maintenant, c'est sûr que c'est ça sa seule préoccupation. Et donc pour Poutine, c'est très important de garder toujours sur sa coupe l'influence forte pour Loukachenko, ne pas le laisser. Ils sont en train de monter des stratégies pour l'empêcher à aller aux États-Unis parce qu'il a reçu une invitation de Trump. Et donc Poutine, il doit préserver ces deux territoires d'influence, une en Europe et l'autre à la frontière. Adeline, vous vouliez intervenir? Non, moi, sur la Hongrie, je suis intarissable parce qu'il se trouve que j'ai fait pas mal de reportages il y a quelques années. Et si vous voulez, Orban, c'est quand même la figure du populiste par excellence. Il a fait ses études dans les plus grandes universités libérales et il revient dans son pays. Et si vous voulez, tout son discours politique, mais depuis qu'il est au pouvoir, depuis des années, c'est de dire, regardez les étrangers, ces forces étrangères qui vont ruiner la Hongrie de l'intérieur. Enfin, vous voyez, il est sur ces ressorts-là depuis des années, tout en pompant à grande pompe, je veux dire, les fonds européens, y compris dans son propre petit village où il y a un train flambant neuf, des infrastructures incroyables, tout ça financé par les fonds européens. Donc il est quand même très fort parce qu'il a su prendre le meilleur de l'Union européenne tout en dénonçant ce qu'il considère être la catastrophe européenne, si vous voulez, auprès de son peuple. Et jusqu'ici, ça a fonctionné. Et on oublie que Stéphane Bureau et Pepe Grillo en Italie et Viktor Orban sont d'une certaine manière des modèles pour Trump. C'est-à-dire que jamais lui n'admettra qu'il a pu être influencé ou formé par ce qu'il a vu à l'horizon européen. Mais la vérité, c'est que le modèle avait été créé en Europe. Et Pepe Grillo, je dirais, sur le discours, la méthode et le maître, le livre aujourd'hui indépassable de Dame Poli, les ingénieurs du chaos, fait la démonstration, je dirais, assez convaincante de ce que la méthode avait été mise au point. D'ailleurs, il y a des ponts intellectuels qui ont été faits entre la Hongrie et les États-Unis, avec j'ai découvert Ron Dreher, par exemple. Et Steve Bannon, et Steve Bannon, tout à fait. Ouvertement admis que la méthode développée par les Italiens était bonne et applicable aux États-Unis. Allez, on va terminer comme chaque semaine les experts sans frontières avec vos cartes blanches que vous avez choisies, des articles locaux de vos pays respectifs. Violetta, je commence avec vous. Forcément, on reste sur le même sujet. Un article ukrainien sur le retour d'expérience de votre pays sur la guerre des drones. C'était vraiment pour encore une fois mettre l'accent. Je ne connaissais pas quel était le déroulé, donc c'était sur la dronisation et sur cette dichotomie quand même entre l'agilité des Ukrainiens et la lourdeur quand même administrative de notre industrie de défense. C'est quand même, je trouve, pas normal qu'au bout de 5 ans, on a la 5e année de guerre à grande échelle sur le continent européen et qu'on soit aussi peu près à ce qui se passe. Et les drones, les attaques des Russes, la fin de 2025, nous montrent que c'est la prochaine étape, en fait. Et donc, quelque part, il va falloir que nous, on change aussi un peu de logiciel mental, parce qu'on ne peut pas vivre au XXIe siècle. Ça fait déjà 25 ans, un quart du XXIe siècle est passé, avec les méthodes et les stratégies et les approches du XXe, en fait. Il est temps peut-être qu'on se bouge. Et les Ukrainiens sont là pour nous montrer quand même faire cet effet miroir. Mais ce n'est pas qu'un angle mort européen. Les Américains aussi ne... Les Occidentaux. Voilà, un article ukrainien choisi par Violetta Moscalou. On continue avec vous, Adeline Percept, un article de la RTBF sur... Alors c'est génial. C'est une enquête, oui, c'est une enquête... Sur l'intelligence artificielle. Sur un site d'intelligence artificielle, c'est les avocats IA. Voilà. Alors, est-ce que ça marche ou pas? Parce qu'en fait, dans les tribunaux, alors ils ont des vrais noms. Emma, votre avocat d'intelligence artificielle. C'est Thomas, plus que des chatbots. Exactement. C'est vraiment de l'IA. Est-ce que ça marche? Alors en fait, la RTBF s'est posé la question parce que de plus en plus dans les tribunaux, il y a des gens qui viennent sans avocat et qui disent de toutes les façons, j'ai monté tout mon dossier avec mon IA. Sauf que ça marche pas très très bien en réalité. Et c'est ça, c'est tout l'intérêt de lire cet article parce que au fond, il y a un problème de source. Est-ce qu'un conseil d'avocats, c'est vraiment juste une agglomération d'articles de loi? Non. Donc forcément, ça ne peut pas vraiment marcher. Par contre, les avocats disent quand même que
eux-mêmes l'utilisent, l'IA, comme un super moteur de recherche. C'est vertigineux. Voilà, ça me fait penser d'ailleurs à une chronique vertigineuse qu'avait fait notre spécialiste Anthony Morel et qui nous racontait aux États-Unis avec les images à la pluie un procès où le juge avait accepté qu'une famille d'un victime fasse témoigner un avatar qui reprenait la victime tuée et qui parlait à son assassin avant le verdict, pendant le procès. Vous imaginez toutes les questions éthiques et juridiques que ça peut soulever. Ça nous emmène dans un autre monde, Mathieu. Dans un autre monde. C'est philosophique. Et je ne vois pas les avocats dire que l'IA fait un bon boulot. À court terme, je pense qu'ils vont nier. On aura la même chose sur l'IA santé, en fait. Hein. Donc, ça fait depuis 1 an que j'ai résolu un problème de santé grâce à l'IA et je suis pour une IA santé qui se développe un maximum. Allez, on termine les cartes blanches avec vous, Stéphane Bureau. C'est un livre enquête, Paris-Téhéran, le grand dévoilement. De Emmanuel Razavi, qui a consacré beaucoup de temps à enquêter sur les réseaux de l'Iran en Europe et particulièrement en France. Et là, c'est aussi l'histoire des complicités entre certains intellectuels français et le régime des Mollahs. C'était très intéressant parce que je le recevais à mon podcast Contact, donc j'ai lu pour me préparer et je l'ai rencontré la semaine dernière. Il est passionnant. Il est venu quelques fois sur le plateau ici et je recommande absolument pour ceux qui sont curieux de ce qui se passe et de l'histoire longue aussi, parce qu'il faut voir que ça commence en 79, la Révolution. Eh ben, il est passionnant et allez l'écouter sur le podcast de Stéphane Bureau, le podcast Contact. Le podcast Contact. Et écoutez aussi mon podcast, tiens, L'Ordre du Monde. Oui, il est podcast sympa, géopolitique qu'on vient de lancer il y a un mois. Merci. Voilà, ça vient en ligne tous les jeudis soirs. Merci beaucoup d'avoir pu nous éclairer avec autant de recul et d'amabilité et de pertinence. C'est un vrai bonheur de vous recevoir. Stéphane Bureau, éditorialiste québécois, consultant BFM TV, spécialiste des États-Unis, Adine Percept, correspondante de la RTBF à Paris, et Violetta Moscalou, présidente de Global Ukraine, professeure associée à l'Université de Lorraine. Les Experts sans frontières, c'est terminé. Tout de suite, le journal de Stéphanie Colo. Les Experts sans frontières sur BFM Business.